On va corriger simultanément l'exercice 22 du chapitre 2 avec l'exercice 26 du chapitre 3, car ils étudient tous les deux le même problème. Simplement, au chapitre 2, on utilise uniquement des lois discrètes, tandis qu'au chapitre 3, on se place du point de vue des lois à densité, des lois continues. Alors de quoi il est question dans cet énoncé? Il s'agit d'une compagnie aérienne qui vend 94 billets d'avion alors qu'elle n'a que 90 places dans l'avion. Donc clairement, ils espèrent que 4 personnes se désistent avant le jour du départ. Alors comme toujours dans tous les exercices d'analyse, il faut localiser à quel endroit intervient le hasard, où est-ce qu'il y a de l'aléatoire. Donc là, c'est au niveau des billets. On ne sait pas si les personnes vont se désister ou pas avant le départ. Hein, et donc c'est particulièrement intéressant si vous arrivez à décrire cette incertitude à l'aide d'une question où il n'y aurait que deux réponses, oui ou non. Donc là, effectivement, pour un billet donné, la question qui se pose, c'est la personne qui a acheté ce billet, est-ce qu'elle va se désister avant le jour du départ ou bien est-ce qu'elle vient le jour du départ pour l'embarquement. Hein, donc une simple question, est-ce qu'elle se désiste, oui ou non? Et chaque fois qu'on a une question élémentaire de ce style, on sait qu'on peut coder avec des 1 et des 0. Le oui, on va le traduire par une valeur 1, et le non, on va le traduire par une valeur 0. Et ça permet donc de construire une variable aléatoire simple qui permette de modéliser ce phénomène. On va voir ça dans un instant. Alors, juste avant de laisser les énoncés, une valeur numérique à bien noter et garder en tête, c'est cette probabilité 0,05, hein, 5%. Donc, c'est la probabilité pour un billet donné que le passager qui a acheté ce billet, la probabilité qu'il se désiste effectivement entre le jour où il a acheté son billet et le jour où il devrait embarquer. Voilà, donc on vient de voir que chaque passager, chaque billet, on peut lui associer une question simple, va-t-il y avoir un désistement, oui ou non? Et ces deux réponses, oui ou non, on les code avec des 1 et des 0. Donc ça permet de construire la variable aléatoire que j'ai notée ici, xk. Donc l'indice K, ça représente le numéro du passager, le numéro du billet. Ah, donc comme il y a 94 billets sur le marché, ça signifie que les indices K, ils prennent les valeurs 1, 2, 3, enfin tous les entiers jusqu'à 94. Donc pour un numéro K fixé, la variable aléatoire xk, on va lui attribuer la valeur 1 si effectivement il y a désistement de la personne qui a acheté ce billet numéro K. Par contre, on lui associe la valeur 0 si l'acheteur du billet numéro K ne s'est pas désisté. Voilà, donc on a vu ça très fréquemment en cours et en TD, une variable aléatoire qui ne prend que les deux valeurs 0 et 1. On dit qu'elle suit la loi de Bernoulli. Le paramètre P et le paramètre P représentent toujours la probabilité de la valeur 1. Donc ici, P, c'est la probabilité que la personne se désiste, c'est-à-dire 5%, la valeur qu'on avait notée dans l'énoncé. Donc voilà ce qui se passe pour un billet bien particulier, le billet numéro K. Et donc il faudrait répéter ça 94 fois et rassembler tous les renseignements de désistement à l'échelle des 94 billets. Donc pour ça, on va faire une somme des variables de Bernoulli, hein, une sorte de compteur. Dans cette somme, il n'y a que des 0 et des 1. Donc chaque fois que vous rencontrez une personne qui se désiste, vous faites plus 1 dans la somme, c'est-à-dire le compteur avance d'un cran. Quand vous êtes en train de regarder une personne de regarder ce qui se passe pour une personne qui ne s'est pas désistée. Donc là, ça correspond à une valeur 0 dans la somme, c'est-à-dire que le compteur reste stationnaire. Donc à la fin du compte, une fois que vous avez additionné vos 94 variables aléatoires, vos 94 lois de Bernoulli, donc une somme de 94 termes où il n'y a rien que des 1 et des 0, la somme, ça vous donne le nombre de valeurs 1 dans cette addition, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se sont désistées parmi le groupe de 94 acheteurs. Voilà, donc ce que j'ai noté indice n ici, hein, donc partout dans les formules, n, ça sera pensé à la valeur 94, c'est l'effectif total.
Alors, on a déjà depuis longtemps l'habitude une somme de lois de Bernoulli, hein, ça débouche sur une loi binomiale. Hein. Donc pour cela, il faut que les variables de Bernoulli que vous additionnez, il faut qu'elles soient indépendantes mutuellement. Donc là, au niveau des voyageurs, ça signifie qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Donc il n'y a pas d'influence. Si un voyageur se désiste, il n'y a aucune raison que ça fasse un effet boule de neige sur les autres voyageurs. Donc c'est ça la notion d'indépendance. Et puis aussi, ce qu'il faut, c'est que vraiment toutes les lois de Bernoulli, elles aient toutes le même paramètre P. Le paramètre P ici, le paramètre de la loi de Bernoulli, il faut absolument qu'il soit indépendant du paramètre de l'indice K. Hein, mettons, si on était là en train de sommer une variable de Bernoulli x1 avec un paramètre P1, et puis une variable de Bernoulli x2 avec un autre paramètre P2, ben la somme de ces deux lois de Bernoulli, c'est pas du tout garanti que ça vous donne une loi binomiale. Hein. Donc quand vous présentez une loi binomiale comme une somme de lois de Bernoulli, il faut que ces lois de Bernoulli elles soient indépendantes et qu'elles aient toutes le même paramètre P. Le même paramètre P, les deux paramètres là sont résumés dans la notation de la loi binomiale. Alors à partir de là, on va pouvoir étudier le problème qu'on vous soumet dans l'énoncé. Voilà, donc cette compagnie aérienne qui a vendu 94 billets alors qu'il n'y a que 90 places. Donc ça peut passer s'il y a au moins 4 personnes qui se désistent. Mais s'il y a ne serait-ce que 3 personnes qui se désistent, ça ne marche plus. Ça veut dire que le jour de l'embarquement, d'accord, il y a 3 passagers qui sont partis, mais il y en a quand même 91 qui restent, qui viennent avec leurs billets en bonne et due forme pour monter dans l'avion, et il n'y a que 90 places. Donc le 91e, je ne sais pas, ils le mettent en soute, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a un problème. Voilà, donc il faut vraiment bien surveiller les valeurs prises par S. Hein. Donc S, ça désigne le nombre de personnes qui se sont désistées dans le groupe de 94 passagers. Donc si S a une valeur trop petite, 0, 1, 2 ou 3, il y aura un problème à l'embarquement. Donc pour évaluer cette probabilité, donc il va falloir particulariser les valeurs 0, 1, 2 et 3 pour la variable grand S. Et donc, il faudra calculer la probabilité que S soit égal à J. Donc, J, ça désigne les valeurs possibles pour la variable aléatoire S, c'est-à-dire une loi binomiale. On sait que les valeurs possibles pour une loi binomiale, c'est tous les entiers, 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc là, on se focalise sur les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et on a une formule explicite. Hein, quand on travaille avec une loi binomiale, la probabilité de la valeur J, c'est donné par ce terme, avec tout d'abord les coefficients binomiaux, c'est NJ. Bon, vous les écrivez plutôt peut-être, je crois, n au-dessus de j entre deux parenthèses, mais ça revient au même. P puissance j, hein, donc P c'est la probabilité de désistement, donc c'est normal qu'au niveau de l'exposant, il y ait justement l'entier j, le nombre de personnes qui se sont désistées. Le 1 moins P c'est la probabilité de non-désistement, ça c'est les gens qui viennent à l'embarquement, et donc en exposant le nombre de personnes concernées, n moins j personnes qui veulent embarquer dans l'avion. Pour calculer les coefficients binomiaux, là, on ne va pas utiliser le triangle de Pascal. Vous vous rendez compte, il faudrait construire le triangle de Pascal, un très grand tableau jusqu'à la ligne 94. C'est beaucoup trop fastidieux. Bon, même si on aurait besoin dans ce tableau de Pascal, dans ce triangle de Pascal, on aurait besoin juste des 4 premières colonnes hein, pour les entiers j égale 0, 1, 2, 3. Au niveau des lignes, 94 lignes, c'est beaucoup trop. Donc pour obtenir nos coefficients binomiaux, on va revenir à la définition de base. Hein, donc le coefficient binomial c'est NJ, ou bien la notation avec les deux grandes parenthèses, c'est le quotient entre factoriel n et factoriel n-j. Là, il y aura pas mal de simplifications intéressantes. Et puis divisé aussi par factoriel j. Alors ça donne quoi ? Mettons pour j égale 0, vous avez factoriel de 0 par convention, c'est égal à 1. Donc factoriel n divisé par factoriel n, ça vous fait 1. Voilà le coefficient binomial. Pour j égale 0, pour j égale 1, factoriel 1, ça fait 1. Il y a une simplification entre factoriel n et factoriel n-1, il vous reste juste n. Pour j égale 2, la simplification entre factoriel n et factoriel n-2, ça vous laisse deux termes, n et n-1, divisé par factoriel j, factoriel 2, c'est le 2 qui est ici. Et pour terminer, pour j égale 3,
La simplification entre factoriel n et factoriel n-3, ça vous laisse les trois facteurs ici, n, n-1, n-2, et on divise par factoriel 3, noté ici au dénominateur. Voilà, donc ne multipliez pas les opérations, les manipulations. Hein. Mettons pour le coefficient binomial correspondant à j égale 3, vous avez déjà une partie des opérations qui ont été faites précédemment pour le coefficient binomial correspondant à j égale 2, hein, tout ce que j'entoure en jaune ici, vous l'avez déjà, hein, vous l'avez déjà calculé à l'étape précédente, hein, c'est le 4371, là, donc il y a juste à multiplier encore par n-2 et diviser par 3, donc contrôlez, hein, là vous interrompez la vidéo et vous faites les calculs par vous-même pour vous assurer que vous avez bien les mêmes valeurs que moi. Donc ensuite, on reporte ces coefficients binomiaux dans la somme précédente, hein, une somme où il y avait 4 termes. Le terme correspondant à j égale 0, vous l'avez ici. Le terme correspondant à j égale 1, il est là, hein, donc p exposant 1. Et puis 1 moins p exposant n-1, donc 94 moins 1, ça vous fait le 93. Ici, c'est le terme correspondant à j égale 2. Hein, l'exposant 94 moins 2 ici. Et pour terminer, le terme correspondant à j égale 3 à ce niveau-là. Voilà, donc dans cette expression, pour la calculer concrètement, numériquement, il faut faire attention au fait que vous avez simultanément des nombres très grands, là, comme les coefficients binomiaux, qu'il faudrait multiplier avec des nombres très petits. Hein, les p, les 1 moins p, ils sont plus petits que 1. Donc ça, il y a une distorsion dès que vous êtes en train de manipuler simultanément des très grands nombres et des très petits nombres. Ça engendre des erreurs d'arrondi. Donc il faut essayer de manipuler des nombres qui ont à peu près le même ordre de grandeur. Donc ce que vous pouvez faire déjà dans cette expression pour simplifier, c'est mettre en facteur tout ce que vous pouvez. Et ce que vous pouvez factoriser au maximum, c'est le terme en 1 moins p exposant 94. Hein. Mettez-le en facteur. Donc il vous reste 1. Là, le 1 moins p exposant 93, c'est 1 moins p exposant 94 divisé par 1 moins p. Voilà le 1 moins p ici au dénominateur. Dans ce terme-là, 1 moins p exposant 94 mis en facteur, ça veut dire que vous avez du 1 moins p au carré qui vient diviser. Vous le retrouvez ici au dénominateur. Et le 1 moins p exposant 91, hein, donc c'est 1 moins p exposant 94, divisé par 1 moins p au cube, qui est ici au dénominateur. Voilà, alors justement, dans cette expression, vous avez partout le quotient P1 moins P, hein, c'est-à-dire 5% divisé par 95%, ça se simplifie bien. Vous retrouvez avec du 1/19e que vous pouvez injecter dans la formule. Voilà, vous retrouvez avec du 94 divisé par 19. Là, pour le terme correspondant à j égale 2, vous avez une division par 19 au carré. Et puis pour le terme correspondant à j égale 3, vous avez une division par 19 au cube. Hein, donc là, c'est déjà mieux. Vous travaillez avec des objets qui ont à peu près tous le même ordre de grandeur. Vous allez faire une division entre des nombres qui sont à peu près du même type. On n'est plus en train de faire des manipulations entre des nombres très grands et des nombres très petits. Donc il y a moins de distorsion, moins de risque d'erreur et votre calculatrice arrivera à faire ça très proprement. Donc contrôlez que la quantité dans le crochet, ça donne bien du 37, etc. J'ai détaillé les décimales. Et donc n'oubliez pas de multiplier par le terme qu'on avait mis en facteur, le 1 moins p, c'est-à-dire 95% à la puissance 94. Et donc je vous laisse contrôler. Hein, donc interrompez la vidéo, puis prenez le temps de faire les calculs proprement pour vous assurer si vous tombez bien sur un résultat de ce style. Donc ça, c'est vraiment la valeur exacte pour la probabilité de S inférieur ou égal à 3. C'est une valeur exacte parce qu'on a travaillé avec la vraie loi de S. La vraie loi de S, la loi exacte de S, c'est une loi binomiale. Et vous voyez qu'on a utilisé partout les formules de probabilité binomiale, même si c'était un petit peu fastidieux avec les coefficients binomiaux qui commençaient à prendre des allures un peu astronomiques. Et puis tous ces termes en P, 1 moins P, avec des exposants importants. Les formules étaient assez lourdes, mais au moins, on n'a fait aucune approximation. On a travaillé avec la loi exacte. Voilà, donc une réponse de l'ordre de 30%, c'est-à-dire cette compagnie aérienne, là, sa politique un petit peu bizarre, là, il y a quand même 30% de risque que ça conduit à des problèmes, hein, c'est-à-dire des gens qui ne trouvent pas de place dans l'avion.
Voilà, alors maintenant, donc on va, justement pour répondre aux problèmes qu'on a ressentis dans les calculs, c'est-à-dire que ces calculs avec la loi binomiale, ils sont vraiment assez lourds, assez pénibles, c'est fastidieux. On aimerait travailler avec une loi qui ait des formules plus simples. Et ça, on l'avait vu assez souvent en TD. La loi binomiale, la loi binomiale, quand on peut l'approximer par une loi de Poisson, c'est vraiment très confortable. Alors pour ça, il nous faut quelques renseignements supplémentaires au niveau de la loi binomiale. Il nous faut son espérance, donc c'est le produit des deux paramètres, n et p, donc contrôler que ça fait bien 4,7. Et il nous faut la variance. Voilà, donc la formule classique NP1 moins P, hein, ça c'est du cours, on l'a démontré une fois, maintenant c'est des choses à savoir. Donc connaître les formules, savoir les utiliser quand on en a besoin. Et si on vous demande une démonstration, il faut pouvoir justifier les résultats d'espérance et de variance pour toutes les lois usuelles. En cours, on avait dressé un grand tableau récapitulatif pour toutes les espérances et variances des lois discrètes usuelles. C'est vraiment les résultats de base en probabilité. Donc je laisse contrôler les résultats. Et ce que vous constatez, c'est qu'on obtient des valeurs assez voisines pour l'espérance et la variance. Donc ça fait penser à une loi de Poisson. On avait démontré en cours que pour une loi de Poisson de paramètres, mettons lambda, l'espérance et la variance, toutes les deux coïncidaient et étaient égales au paramètre lambda. Hein, donc quand on a une variable aléatoire dont l'espérance et la variance sont assez proches, ça donne l'idée de faire une approximation par la loi de Poisson. C'est exactement ce qu'on va tenter ici. Hein, simplement, on ne peut pas le faire les yeux fermés. Hein, qui dit approximation dit erreur d'approximation. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce que cette erreur d'approximation n'est pas trop grande? Donc justement, on avait vu dans le Polycope une convention qui nous permet de nous rassurer sur ce terme d'erreur. Hein, donc la convention qu'il y a dans le Polycope, je vais vous montrer. Dans le Polycope, c'était en bas de la page 81. Voilà, donc la convention qu'ils adoptent dans notre Polycope, c'est la suivante. Si vous avez n supérieur à 50, et NP plus petit que 5, on peut considérer que l'erreur d'approximation est négligeable. Donc c'est tout à fait notre cas ici. Hein. N 94, c'est plus grand que 50. Le NP 4,7, hein, c'est quand même assez proche de la frontière. Bon, enfin, ça rentre encore dans la zone d'application de cette convention. Alors il y a certains auteurs dans la littérature qui sont plus exigeants, qui rajoutent en plus la condition, la contrainte que le paramètre P devrait être plus petit que 1 centième. Donc ça, avec ça en plus, là vous êtes assuré que l'erreur d'approximation est vraiment minuscule. Tandis que nous ici, avec notre paramètre notre paramètre P égale 5 centièmes, on n'a pas cette condition-là en plus. Hein. Donc vous allez voir qu'on aura quand même une petite erreur d'approximation. Mais enfin bon, puisque c'est ça la convention donnée dans notre Polycope, on prend ça comme convention chaque fois qu'on veut utiliser l'approximation par la loi de Poisson. Voilà, donc vous rappelez comment ça se passe quand on a une convention, et une convention, donc c'est un paquet de conditions pour nous assurer qu'on peut négliger l'erreur d'approximation. Donc quand toutes ces conditions sont satisfaites, ça veut dire que l'erreur d'approximation est négligeable. Maintenant, quand cette convention n'est pas satisfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Peut-être que l'erreur d'approximation elle est grande, peut-être qu'elle est petite. Hein. On a vu en TD des exercices où on faisait des approximations par la loi de Poisson, alors que normalement on n'y avait pas droit. Les conditions de la convention n'étaient pas satisfaites, et puis pourtant l'erreur n'était pas gigantesque. Et puis bon, il y a d'autres situations où lorsque la convention n'est pas satisfaite, vous pouvez vous retrouver avec des erreurs vraiment très 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 grandes. Hein. Voilà, donc vous faites ce qu'on vous dit dans le Polycope. Si dans le Polycope on vous dit de faire telle ou telle approximation, vous le faites. Sinon, si l'énoncé est assez ouvert, hein, c'est-à-dire on ne vous impose pas, on ne vous dit pas explicitement quelle approximation faire. Donc là, effectivement, il faut faire preuve d'un petit peu d'esprit critique. Donc si vous voulez faire l'approximation par la loi de Poisson, il faut que cette convention soit satisfaite. D'accord ? Voilà, donc ici c'est bon, on peut y aller. Donc on reprend donc la probabilité qu'il y a un problème le jour de l'embarquement. Hein, si jamais grand S, le nombre de personnes qui se désistent est inférieur ou égal à 3. Donc ça se présente toujours comme la somme des probabilités des différentes valeurs J, avec J égale à 0, 1, 2, 3, 4 valeurs à rassembler. On avait déjà cette formule tout à l'heure. Simplement, tout à l'heure, ici, pour les probabilités des valeurs J prises isolément, on a injecté à ce niveau-là la formule de probabilité de la loi binomiale.
Tandis que maintenant, à partir de maintenant, on fait comme si S suivait une loi de Poisson. Donc à ce niveau, on va injecter les formules de probabilité pour la loi de Poisson. Hein, donc exponentielle de moins lambda, lambda exposant j divisé par factoriel j. Hein, et donc pour le paramètre lambda de la loi de Poisson, on prend toujours l'espérance de notre loi binomiale, donc ici 4,7. Alors on travaille un petit peu sur cette expression, vous voyez que l'exponentielle peut sortir en facteur. Ici vous avez le terme correspondant à j égale 1. Pardon, ici le terme correspondant à j égale 0, hein, je vous rappelle que factoriel de 0 c'est toujours égal à 1. Ici vous avez le terme correspondant à j égale 1. Là, le terme correspondant à j égale 2, hein, le factoriel 2 au dénominateur, vous le voyez. Et là, pour j égale 3, le 6 factoriel 3 au dénominateur. Hein. Donc ça fait quand même une expression plus légère que la somme qu'on avait tout à l'heure quand on travaillait avec la loi binomiale. Donc vous injectez partout dans cette formule, partout il y a du lambda, vous mettez du 4,7. Hein. Donc je vous laisse prendre le temps de détailler ces calculs. Et vous devez donc vous retrouver avec un résultat de ce style. Donc 31%, vous voyez, c'est pas très éloigné de la valeur exacte qui était de l'ordre de 30%. Hein. Donc l'erreur est faible. Donc il y a quand même une petite erreur. Donc ça s'explique par le fait que le NP, dans la convention, le NP qui devait être plus petit que 5, ben, il est quand même assez proche de 5, hein, 4,7. Et puis le paramètre P, 5 centièmes, si on rajoutait la condition d'un paramètre P plus petit que 1 centième, là, ça permettrait de faire des approximations par des lois de Poisson avec des erreurs vraiment beaucoup plus petites que ça. Mais bon, 30%, 31%, c'est quand même à peu près du même ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en cours et en TD comme autre méthode d'approximation? C'est l'approximation par la loi normale. L'approximation par la loi normale, hein, quand vous avez dans d'autres contextes, on peut décider de remplacer la loi binomiale par une loi normale. Alors attention aux paramètres, il ne faut pas prendre n'importe quoi pour les paramètres. Le premier c'est l'espérance, donc 4,7, et le deuxième la variance. Alors la convention qui nous assurerait que l'erreur d'approximation est petite. Et alors c'est un paquet de 3 conditions. N plus grand que 50, bon bah c'est bon, avec 94 on a ce qu'il faut. Le N1-P, je ne l'ai pas calculé, mais plus grand que 15, je pense c'est bon. Par contre, là où ça ne va pas du tout, NP plus grand que 15, alors ça, pas du tout. Notre NP, c'est 4,7. Donc on voit ici que... bon, approximer par la loi normale, ça n'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Le problème vient de là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, lorsque la convention est entièrement satisfaite, hein, ce paquet de conditions là, qui est rassemblé dans la convention, lorsque la convention est satisfaite, alors vous êtes assuré que l'erreur d'approximation est négligeable. Quand la convention n'est pas satisfaite, ça veut dire que vous ne savez pas ce qui se passe. Hein, peut-être que l'erreur est très grande, peut-être que l'erreur est pas si énorme que ça, hein, simplement vous ne savez pas ce qui se passe. Hein. Donc ici, on va quand même faire des calculs dans ce cas, puis vous verrez qu'il y a effectivement un terme d'erreur, mais qui est quand même pas si grand que ça. Mais donc là, on fait quand même cette approximation par la loi normale, parce que dans l'énoncé, il nous le demande explicitement. Donc on le fait, puisqu'il nous le demande, mais dans un énoncé ouvert, hein, on vous laisse de l'initiative, vous avez une loi binomiale, on vous dit par quelle loi pourrait-on approcher cette loi binomiale. Là, il ne faudrait pas dire j'opte pour l'approximation par la loi normale, hein, parce que la convention n'est pas satisfaite. Quand vous décidez de choisir telle ou telle approximation, il faut le justifier en contrôlant que la convention habituelle est bien satisfaite. Hein. Alors, comment ça va se passer ici? Alors, le problème, on en a parlé en cours, on en a parlé en TD. Quand vous faites une approximation de la loi binomiale par une loi normale, le problème c'est qu'on est en train de complètement changer d'univers. On part d'une loi binomiale qui est une loi discrète, c'est-à-dire elle charge uniquement les points entiers. Hein, donc une loi binomiale, elle met de la probabilité au point 0, au point 1, au point 2, au point 3, au point 4, mais les valeurs intermédiaires, je ne sais pas, 0,7 ou 1,3, là la loi binomiale elle ne met aucune probabilité. Voilà. Et vous allez remplacer ça par une loi normale. Alors la loi normale, c'est tout à fait l'inverse. Elle charge les intervalles. Pour une loi normale, si vous lui demandez la probabilité qu'elle prenne exactement la valeur 2, ça fait 0.
Hein, donc c'est vraiment deux univers aux antipodes l'un de l'autre, hein, les lois discrètes, les lois continues. En cours, j'ai énuméré un certain nombre de phénomènes où ça se passe de façon tout à fait différente selon que vous avez une loi binomiale, une loi discrète ou une loi continue. Voilà, donc bon, il y a une distorsion ici quand on est en train de passer d'une loi discrète à une loi normale. On franchit un gouffre assez important. Donc, pour essayer de compenser ça, ce qu'on fait, partant de notre loi discrète, de notre loi binomiale, mettons, on prend la masse, la probabilité qui est concentrée ici au point 3, et puis on l'étale autour du point 3, hein, sur un intervalle centré au point 3, un intervalle d'amplitude 1,5 à gauche et à droite. Hein. Comme si on passait un coup de rouleau à pâtisserie là, sur une quantité, une masse qui est concentrée au point 3, et on étale tout ça sur l'intervalle de 2,5 à 3,5. Pareil, la masse qui est concentrée au point 2, vous l'étalez sur un intervalle d'extrémité 1,5, 2,5 et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qu'on appelle le correctif de continuité, c'est-à-dire on partait d'une variable discrète, où la fonction de répartition n'est pas du tout continue. Hein, les variables discrètes, vous avez pu voir que les fonctions de répartition, c'est des fonctions en escalier qui présentent des discontinuités. Et ces discontinuités, on essaye de les gommer un petit peu parce qu'on va faire entrer en scène une loi normale, une loi à densité, une loi continue, et justement les lois à densité, elles ont une fonction de répartition qui est continue. Voilà, donc partant d'une fonction de répartition avec des discontinuités, on veut faire semblant d'être dans une situation où la fonction de répartition n'a pas de discontinuité, donc il faut un correctif pour gommer un petit peu ces différences fondamentales entre ces deux types de lois. Voilà, et ça, donc j'insiste là-dessus, parce que dans le polycope de cours, ils n'en parlent pas, ils ne l'évoquent pas trop. On a même vu un exercice où ils oubliaient complètement le correctif de continuité, et du coup, leurs résultats présentent un écart assez important par rapport aux valeurs exactes, tandis que nous, on avait fait les calculs avec le correctif de continuité, et du coup, les probabilités qu'on obtenait, elles avaient des valeurs très proches, très voisines des valeurs exactes qu'on cherchait à approximer. Donc très très important, à chaque fois que vous partez d'une loi binomiale, vous voulez faire une approximation par la loi normale, n'oubliez pas le correctif de continuité. Donc agrandissez l'intervalle de 1,5 à gauche, à droite, partout là où il faut. Voilà, donc on va partir sur l'événement probabilité de S inférieure à 3,5 au lieu de S inférieure à 3. Bon, à ce niveau-là, c'est encore une formule exacte. Hein. Donc on travaille avec une loi binomiale. Effectivement, pour une loi binomiale, il n'y a pas de différence entre S inférieur à 3 et S inférieur à 3,5. Hein, parce qu'entre 3 et 3,5, il n'y a aucune masse présente pour une loi binomiale. Voilà, donc cette formule-là, jusque-là, elle est encore exacte. Là, on n'a pas perdu de précision. Bon, donc à partir de maintenant, on fait comme si notre variable aléatoire S suivait une loi normale, donc avec les paramètres qu'on évoquait tout à l'heure. Et si on veut pouvoir utiliser la table de loi normale dans le polycope, il faut absolument se ramener à une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire avec les paramètres 0 et 1. Alors on fait comment? On prend notre variable de loi normale, on lui retranche son espérance et on divise par l'écart type. J'ai bien dit l'écart type et pas la variance. Alors on va déjà commencer par la soustraction qui retranche l'espérance M. Donc S moins son espérance 4,7, ça va donc être majoré par 1,2. Ensuite, pour bien faire apparaître la loi normale centrée réduite, il faut encore diviser par l'écart type sigma. Donc on se retrouve avec une inégalité, la variable aléatoire z majorée par un certain nombre que je vais noter B. Bon, il y a un signe moins à ne pas oublier, hein, dans un premier temps je le laisse tomber. Donc B qui est de la forme 1,2 divisé par l'écart type. Donc l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Hein, donc on avait une variance de 4,465 qu'il va falloir injecter sous la racine. Bon, je vous laisse contrôler tous les calculs. Normalement, ce nombre B, vous le retrouvez avec du 0,56, 78. Contrôlez tout ça. Voilà. Donc, il faudrait évaluer la probabilité que Z soit inférieure à moins 0,56, 78, etc.
Alors là, il y a différents problèmes. Si on veut utiliser la table de la loi normale, bon, on l'a ici, la table de la loi normale. Donc cette table de la loi normale, elle vous présente des probabilités pour une variable aléatoire z de loi normale centrée réduite, la probabilité que z soit inférieure ou égale à un certain nombre, mais la table, elle ne propose que des situations où ce nombre x est positif. Voilà, donc déjà, premier problème, nous, on a une majoration avec un nombre négatif, hein, moins 0,56, donc ça pose un problème. Il faut se ramener à un nombre positif, et puis pour ça, on va utiliser la symétrie qu'on connaît bien pour la loi normale centrée réduite. Hein, c'est une loi qui a pour densité une fonction paire. Je vous rappelle, une fonction de la forme exponentielle de moins t carré, en gros, hein, c'est une fonction paire. Donc la courbe représentative de cette fonction présente une symétrie autour de l'axe des ordonnées. Et du coup, la probabilité que z soit inférieure à moins b, ce sera égal à la probabilité de z supérieure à b. Voilà. Donc faites des petits dessins avec la fonction densité en coloriant les surfaces sous la courbe qui représentent chacune de ces deux probabilités. Vous allez vous convaincre que ces deux probabilités sont égales. Voilà, donc là, par rapport à notre table de loi normale, on a déjà bien progressé parce que donc, dans l'inégalité, on a pu faire apparaître des nombres positifs. Simplement, le problème maintenant, c'est que le symbole d'inégalité n'est pas dans le bon sens. La table de loi normale, pour fonctionner, elle a vraiment besoin que l'événement soit écrit sous la forme variable aléatoire, z inférieure à un nombre. Et là, l'inégalité, elle est comment ? Eh bien non, on a la variable aléatoire supérieure au nombre b. Alors ça, c'est pas un problème, hein, vous avez l'habitude, quitte à considérer l'événement contraire, on arrive très bien à retourner l'inégalité. Donc la probabilité qu'on devra évaluer, c'est 1 moins probabilité de z inférieure ou égale à b. Donc là, cette probabilité de z inférieure ou égale à b, ça, c'est vraiment une fonction de répartition, une proba cumulée, c'est-à-dire que ça, c'est exactement les probabilités qui sont traitées par la table de loi normale. Et on a pour le nombre b une valeur positive, donc tout est bien mis en place pour pouvoir utiliser cette table. Alors, dernier problème, hein, donc il y a différents problèmes auxquels il faut faire attention. Il faut un nombre positif, il faut que le symbole de l'inégalité ici soit dans le bon sens, et il faut que ce nombre, il n'ait que 2 décimales. Hein. Voilà, on met la première décimale sur la première colonne ici, la deuxième décimale, on la met sur la première ligne là. Voilà, et nous, notre b, il n'a pas du tout cette allure-là. Notre b, il a plus que 2 décimales. Il y a toute une tapée de décimales. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'encadrer entre 0,56 et 0,57, hein, c'est-à-dire des valeurs qui n'ont que 2 décimales. Celles-là, on sait les traiter, on saura les obtenir avec la table de loi normale. Hein. Donc, mettons la probabilité que z soit inférieure à 0,56. Ça fonctionne comment avec la table ? Eh bien, le 0,56, on l'éclate en 2 parties. Déjà, la première décimale, 0,5, ici. La deuxième décimale, 0,6, là. Et donc, à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, là, vous trouvez la probabilité que la loi normale centrée réduite prenne une valeur inférieure ou égale à 0,56. Voilà, ça vous explique le minorant ici pour notre proba cumulé. Donc proba cumulé, fonction de répartition, c'est synonyme. Et puis pour le majorant, il faut faire la même chose avec la valeur 0,57. Donc on a le 0,5 ici, première décimale, la deuxième décimale, 0,7, elle est là. Donc la probabilité correspondante, on la lit ici. Voilà, 0,7157, ça vous donne exactement le majorant qui est là. Voilà, donc la fonction de répartition, elle est évaluée, encadrée. Maintenant, il faut la multiplier par un signe moins, donc attention, ça va échanger les bornes de ce qui était en minorant. Vous voyez, le 0,7123, il va se retrouver en majorant, et réciproquement. Et puis vous faites plus 1, et ça vous donne exactement la probabilité... la probabilité de l'événement qui nous intéresse, hein, la probabilité que cette compagnie aérienne ait un problème à l'embarquement, hein, si jamais grand S, le nombre de personnes qui se désistent reste inférieur ou égal à 3. Donc la probabilité de ce problème, ce risque, on ne connaît pas la valeur exacte, mais on a réussi à l'encadrer, donc on peut dire en gros que c'est de l'ordre de 28%. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez éloigné
un peu éloigné de la vraie valeur exacte, hein, qui était de l'ordre de 30%. Donc on voit que ce n'est pas une approximation très très précise, mais d'un autre côté, le terme d'erreur n'est pas non plus gigantesque, hein. Mais en tout cas, l'approximation par la loi de Poisson était beaucoup plus précise. Et pour la loi de Poisson, les conventions nécessaires pour pouvoir négliger l'erreur d'approximation, ces conventions-là étaient bien satisfaites, tandis que pour la loi normale, on avait vu qu'il y avait un problème. On savait qu'on allait trouver des résultats avec une grosse erreur parce que la convention d'application de l'approximation par la loi normale, cette convention n'était pas complètement satisfaite. Voilà, donc à vous de contrôler tous les calculs et puis